Comment trouver facilement de l'or en rivière en orpaillage? C'est le sujet que nous allons aborder dans ce podcast. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospectiondeloisirs.fr, sans oublier de nous soutenir si ce contenu vous plaît. Bien que nous soyons bien loin d'une ruée vers l'or en France, il faut admettre que l'orpaillage, une discipline ancienne, connaît un regain d'intérêt de nos jours et gagne en popularité. En France, nos rivières et fleuves cachent bel et bien de l'or, mais la recherche de ce trésor n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, surtout pour un débutant qui s'aventure au hasard. Le chercheur d'or a pour mission d'analyser, de chercher, de fouiller, de creuser, de nettoyer et, bien sûr, de trouver ce métal précieux. Cependant, il est important de souligner que les orpailleurs sont des gardiens de leurs secrets, même s'ils peuvent partager quelques astuces pour vous aider dans vos futures explorations au bord de l'eau. Pourquoi l'or se trouve-t-il dans nos rivières? La réponse à cette question réside dans la compréhension de l'origine de l'or, un mystère en soi, car il n'existe aucune preuve géochimique de sa synthèse. Certains spécialistes avancent l'hypothèse sérieuse selon laquelle l'or pourrait avoir une origine extraterrestre, répandue par des composés externes lors de la création du système solaire. La majeure partie de l'or se trouve dans la lithosphère de la Terre, circulant au gré des mouvements des plaques tectoniques. Lorsque ces plaques entrent en contact pour former des reliefs tels que monts et montagnes, une zone de frictions intense se crée, entraînant une augmentation considérable de la pression et de la température dans la roche. Cette conjonction de pression et de température provoque la vaporisation de certains composés de la roche, dont les silicates et l'or. Les vapeurs riches en minéraux s'échappent alors à travers les fissures de la roche vers la surface de la montagne en formation. En refroidissant à mesure qu'elle s'approche de la surface, ces vapeurs se solidifient, comblant ainsi les fissures pour créer les fameuses veines d'or et de quartz. C'est ainsi que l'or et le quartz sont étroitement liés, car le quartz joue le rôle de matrice de l'or. Avec le temps qui passe, les montagnes changent et grandissent. Les plaques géologiques bougent, se heurtent et peuvent finir par émerger à la surface. Cela signifie que certaines couches quaternaires se retrouvent parfois à l'air libre, exposées aux caprices des éléments tels que le vent, la pluie et les éboulements. Ces roches, abritant des veines de quartz, subissent alors les assauts de l'érosion. Les veines d'or, une fois exposées, peuvent se déplacer et se retrouver près des cours d'eau. Il arrive même que des zones originellement riches en quartz soient directement érodées par les flots. C'est à ce stade que l'or commence son voyage, empruntant les voies fluviales ou les cours d'eau. C'est ici que l'orpailleur entre en action, se lançant à la recherche d'or alluvial, transporté et déposé par les méandres de l'eau. Un nouveau chapitre commence alors pour celui qui souhaite extraire ce précieux métal des rivières et des ruisseaux. Si vous vous demandez comment prospecter pour trouver de l'or, laissez-moi vous expliquer quelques principes fondamentaux de l'orpaillage, avec un langage simple et accessible à tous. D'abord, l'or a ses préférences géographiques. Il descend des montagnes, et pour le traquer, il vous faut comprendre des notions de physique de base, comme la densité et la mécanique des fluides. La densité est cruciale, car l'or est bien plus lourd que les autres matériaux charriés par une rivière. De plus, les principes simples de la mécanique des fluides vous aideront à comprendre comment le courant et les obstacles influent sur les graviers qui accompagnent l'or dans la rivière. Maintenant, parlons des endroits où l'or aime se cacher. On le trouve dans les gisements de filons, les dépôts résiduels, les gisements alluviaux, les gisements de bancs, les cours d'eau, les anciennes rivières et les couches d'inondation. C'est un vrai dédale, n'est-ce pas? Quand vous discutez avec un orpailleur chevronné et que vous lui demandez où chercher de l'or, il vous parlera probablement de la Gold Line. C'est un peu le chemin que suit l'or dans le lit de la rivière. La Gold Line, bien qu'elle ne soit pas dorée mais plutôt noire, est constituée des matériaux les plus lourds, comme la magnétite et l'hématite. C'est ce fameux sable noir que l'orpailleur traque, car c'est là que l'or se cache, étant bien plus dense que les autres matériaux. Maintenant, pour suivre la piste de l'or, il faut comprendre comment il se déplace. La Gold Line s'étend généralement entre les virages intérieurs d'un cours d'eau lorsqu'il est en crue. Suivre cette piste sinueuse peut vous mener à des découvertes intéressantes. Et où l'or se piège-t-il? Eh bien, il adore les méandres des rivières. Lorsqu'un cours d'eau fait une courbe, la berge extérieure est érodée par le courant plus rapide, tandis que la berge intérieure ralentit le courant, créant ainsi des zones propices au dépôt d'or. Les rochers massifs, les obstacles difficilement mouvants, sont également d'excellents pièges pour capturer l'or. Sous l'eau, là où on ne le voit pas, l'or adore se nicher dans les irrégularités du bedrock, le fond rocheux des cours d'eau. Marmites, fissures, failles, toutes ces formations sont de véritables trésors sous l'eau. Les marmites, ces trous créés par le mouvement circulaire des graviers, sont souvent riches en or. Les fissures et failles dans le substrat rocheux créent des zones de basse pression, des endroits où l'or se love avec délice. Alors voilà, prospecter de l'or, c'est un peu comme une chasse au trésor sous l'eau. Si vous comprenez les indices que la nature nous donne, vous pourriez bien découvrir des pépites insoupçonnées. Bonne chasse!